mon frère. Merci d'être plus. Bon, écoutez, je suis très heureux d'accueillir pour la deuxième fois Samuel Rovillois. En plus, il a un contradicteur, je ne sais pas si c'est un contradicteur, un complémentaire. Enfin, vous en avez une Corsac, vous avez le plaisir de le dire également plusieurs fois, sur un thème qui ne peut pas nous laisser indifférents, l'engagement face à la faiblesse humaine. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Et c'est vrai, il y a réfléchir quand on regarde comment fonctionne cette institution. Il fonctionne quand même. On se dit qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans une institution pour réparer je ne sais quel passé, pour se rassurer de je ne sais quelle peur, pour simplement, en affirmant un pareil, s'illusionner sur leur degré d'existence et qui, quelque part, donc, passent leur temps à réparer le passé plutôt qu'à construire l'avenir. Alors là apparaît le thème de l'engagement, c'est-à-dire un objectif qui nous dépasse tous. Quelque chose dans lequel on se dit, là, je vais être moi-même, là, je vais aller vers moi-même. Et un engagement qui est contraignant, parce que par définition, l'engagement, ben, on va jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, quelles que soient les conséquences négatives que ça peut avoir pour nous, mais je me suis engagé, donc je me suis engagé à aller vers moi-même, à aller jusqu'au bout de moi-même, en laissant tomber le passé. Quelque part, dans le thème de l'engagement, on va retrouver le Leféra que Dieu dit à Abraham, pars vers la terre que je te montrerai, mais pars fous le camp, laisse tomber ton passé, laisse tomber tout ce qui t'a menti, et va vers toi, va vers toi. Et l'engagement pour moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je suis là pour tromper, et vous êtes là pour rectifier le tir. Hein. L'engagement pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui nous met dans la certitude, dans une voie qui nous permet d'aller vers nous-mêmes, de nous dépasser nos peurs, nos faiblesses. Je me suis toujours dit que Dieu avait mis 6 jours pour construire le monde, et par moment j'avais envie de dire il aurait mieux fait d'en mettre 15, et ça lui coûtait pas beaucoup plus cher, il aurait peut-être pas fini le truc. Ben non, c'est à nous de finir l'aventure, ou de la continuer en tout cas. Donc le thème de l'engagement par rapport à la faiblesse humaine, c'est le thème tout simplement que nous rencontrons constamment, d'aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos limites, au-delà de nos contraintes, au-delà de nos peurs, au-delà de la reconstruction de nos passés, pour faire quelque chose qui est plus grand que nous, et par rapport auquel nous aurons trouvé notre véritable identité. Alors c'est en ces termes-là que je vais vous écouter avec reconnaissance pour votre présence ici, et je remercie Raïm de venir là avec une oreille complémentaire, voire une oreille qui permettra par la contradiction, mais discrètement, alors tu t'effaces là, mais vous connaissez bien, je suis sûr que tu pourras prendre la parole avant que tes obligations t'obligent à te quitter. Merci mon frère d'être là. Alors sur ce thème de l'engagement jusqu'où, avant d'arriver à l'essentiel, enfin, ce qui m'intéresse vraiment, c'est précisément l'engagement face à la fragilité. Je vais prendre le temps qu'on se cale ensemble sur un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que l'engagement, c'est finalement un objet philosophique qui n'est pas simple à cerner. Déjà, l'action, c'est pas simple. Il y a des choses plus simples, à la limite le corps, même l'esprit, la volonté, l'intelligence, le travail, toutes ces choses-là sont à peu près situables philosophiquement. Mais l'action humaine, c'est déjà un peu plus complexe. Qu'est-ce que c'est qu'agir? Faire, on voit. Mais s'engager, le sportif s'engage, vous entrez dans une pièce, vous vous engagez, la personne qui épouse une autre s'engage, enfin il y a plein de choses qui nous engagent. Voilà. Donc je vais prendre le temps rapidement, mais avec si possible un peu de précision, de voir de quoi on parle quand on parle d'engagement, avant de voir comment est-ce que l'engagement est confronté à la notion de risque et à la notion de limite, et donc à la notion de fragilité. C'est ça qui nous focalisera. Alors d'abord se donner un champ large sur les expériences. S'engager jusqu'où, c'est la question de ceux qui sont partis en Himalaya et qui sont parvenus parce qu'ils ont été emportés par une avalanche. C'est la question de quelqu'un qui, de tous les gens qui ont perdu beaucoup d'argent en 2008 parce qu'ils avaient misé financièrement sur un futur qui n'a pas eu lieu. C'est la question évidemment du jusqu'où par rapport aux personnes. C'est l'engagement aussi bien d'un chirurgien dans une opération difficile que d'une institutrice en charge de sa classe, jusqu'où on est engagé. Qu'est-ce qui détermine les frontières de l'engagement? C'est aussi le jusqu'où, c'est souvent une question qui est l'objet d'un débat intérieur,
qui à la fois est un débat par rapport à soi, jusqu'où je suis capable de m'engager, mais c'est aussi jusqu'où faut-il que je m'engage, ou jusqu'où ai-je le droit de m'engager. C'est pas pareil, hein, exactement. Et ça met en jeu fondamentalement ce que Ricoeur a thématisé de manière intéressante, parce que ça correspond bien à notre expérience, la tension entre ce qu'il appelle une éthique de conviction et une éthique de responsabilité, c'est-à-dire que il suffit pas, on n'est pas seul. Donc l'engagement jusqu'où, c'est pas simplement l'engagement par rapport à moi, c'est aussi l'engagement par rapport aux autres. Et on ne peut pas toujours, dans le contexte où on est, dans l'institution auquel on participe, dans la communauté dont on est membre, s'engager autant que mes convictions ou au contraire, on se trouve engagé malgré soi. L'institution auquel on appartient peut commettre des abominations. Dire je ne suis pas concerné, c'est faux. Je ne suis pas directement responsable, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas engagé. Inversement, voilà, est-ce que je peux m'attribuer tous les vices et toutes les réussites de l'entreprise auquel je participe, même si je n'ai pas eu d'action directe sur ce qu'elle a fait? C'est une question délicate. Il y a une solidarité voulue et une solidarité non voulue dans l'engagement, et donc l'engagement, c'est aussi l'interdépendance. C'est pas uniquement quelque chose, il y a une espèce de mystique de l'engagement solitaire qui est très mignonne, mais dont on sait aujourd'hui qu'elle ne veut plus rien dire. Même un artiste pseudo-solitaire, ou même un sportif pseudo-solitaire qui va faire le tour du monde en bateau, il a des dizaines, voire des centaines de gens avec qui il travaille, dont il dépend dans son engagement. Voilà. En gros, je dirais la figure du héros qui s'engage seul, jusqu'aux anti-héros des années 80, le héros était celui précisément qui brillait, qui resplendissait de son engagement voilà, au milieu des hommes. Alors ce qui est intéressant, c'est que le management, enfin la responsabilité dans l'entreprise, implique toutes ces composantes-là. S'engager, c'est-à-dire mettre une part de soi en gage, c'est de manière appropriée, considéré aujourd'hui essentiellement comme quelque chose qui tourne autour de la prise de risque. S'engager, c'est prendre un risque, porter le risque que l'on prend et être capable de rendre compte des risques que l'on a pris, donc porter les conséquences du risque qu'on prend. Donc il n'y a pas d'engagement sans responsabilité. Et on voit bien que la notion de prise de risque ou d'engagement dans l'entreprise, le risque il est lié à l'impondérable. Il n'y aurait pas de risque si tout était prévisible. Si tout était simplement calculable, il n'y aurait pas de risque. S'il y a du risque, c'est parce que le résultat escompté n'est pas mécaniquement réalisable. Enfin, quand une fois que vous avez fabriqué, si vous voulez, une machine à déformer des tôles, une fois que la machine a été validée, qu'elle fonctionne bien, la prise de risque sur la déformation de chaque tôle est assez faible. Parce que c'est parfaitement prévisible, c'est mécanique, c'est matériel. Et donc la notion d'engagement est spécifiquement humaine, les choses ne s'engagent pas. Les animaux prennent des risques, mais ils prennent des risques instinctifs. Et ils n'assument pas intérieurement les risques qu'ils ont pris. Ils en apprennent des fois les conséquences. On voit ça dans les combats de mammifères, mais j'allais dire, il n'y a pas cette... Le jeu n'est pas au cœur de la prise de risque, et la conscience des capacités et des limites de la personne est ce qui caractérise chez l'humain précisément l'engagement. Et donc l'engagement, c'est quelque chose qui est marqué par la contingence et la non-prévisibilité de tous les facteurs de l'action que je suis en train d'engager. Pour être un peu plus précis, on ne s'engage pas sans rechercher un résultat. C'est la responsabilité. L'engagement, c'est la manière dont je suis directement concerné, dont je suis cause, pour être plus précis encore, philosophiquement. Il n'y a pas d'engagement sans être cause d'un résultat escompté, d'un résultat espéré. Si je ne suis pas cause, je ne suis pas engagé, donc je ne suis pas responsable, donc il n'y a pas d'engagement. Je ne suis pas nécessairement cause unique, hein, on peut être cause à plusieurs. S'il n'y a pas de résultat escompté, il n'y a pas non plus d'action cherchant un résultat. Je veux dire, rire ensemble, ça ne... Alors, sauf si c'est pour se moquer de quelqu'un, mais rire ensemble pour rire ensemble, vous savez, il n'y a pas d'engagement là-dedans. Ronfler, ce n'est pas un engagement non plus. Dormir non plus. Il y a une espèce d'interruption de l'engagement le temps du sommeil. Bien que celui qui précisément est censé se réveiller au premier bruit ne dort pas tout à fait de la même manière qu'un autre. Il est tout entier tendu vers la possibilité de se réveiller. Même dans le sommeil, il peut y avoir un engagement sous-tendu. Ce qui est intéressant, ce sont les degrés d'implication de la personne qui agit en vue d'un résultat escompté. Et donc des degrés de responsabilité.
Alors évidemment, cette évaluation de l'implication, cette évaluation de la responsabilité joue dans l'engagement et puis la difficulté du résultat, la prise de risque pour atteindre le résultat. Et évidemment, plus l'action est complexe, plus le résultat est loin du départ de l'action, et plus l'engagement est fort. Plus je suis complètement dans toute ma personne, dans tout mon être, c'est-à-dire par exemple jusque dans le risque de mourir, ou jusque dans les richesses fondamentales qui me permettent de vivre et de nourrir les miens, comme c'est le cas quand on est propriétaire d'une entreprise et qu'on la vit sur ses fonds propres, qu'on a entreprise sur ses fonds propres. Donc plus je suis concerné dans l'intégralité de ce qui fait mon existence, plus le résultat que je vise est éloigné de l'initiative de l'action, et plus l'action par laquelle il est mis en œuvre est complexe, et plus je suis l'acteur unique, et plus l'engagement est important. Ce qui explique que c'est difficile d'évaluer le degré d'engagement. Ce qu'on peut faire, on peut faire un discours. Enfin, vous avez beaucoup de dirigeants qui s'estiment extrêmement engagés et qui le sont très peu. Parce que dès qu'il y a un moins de problème, ils ont des boutons avec des sièges éjectables et des parachutes dorés. Une fois qu'ils se sont éjectés d'ailleurs, ils ont à la fois un siège en or, un bouton d'éjection en or et un parachute en or. Et je m'arrête là pour le peu. Voilà. Et donc, mais qu'il y a peu de responsabilité, enfin il y a peu d'engagement. Il y a de la responsabilité, peu d'engagement. Voilà. Et vous pouvez avoir, vous savez, c'est pas cette légende, hein, mais ce récit de cette petite fille dans les digues hollandaises qui met son doigt dans la fuite et qui empêche la caisse. Donc, j'allais dire, l'engagement peut être déterminant, sans être nécessairement visible, mis en lumière. Et donc, c'est complexe d'évaluer le degré d'engagement et donc finalement le degré de responsabilité personnelle des gens. Je pense d'ailleurs qu'on devrait vraiment salarier les personnes en fonction de leur engagement, et pas en fonction de leur niveau hiérarchique. Parce qu'il y a des organisations hiérarchiques qui permettent d'être à un très haut niveau sans aucune prise de risque. Et on peut être bas dans l'échelle et au contraire avoir une responsabilité déterminante. Voilà. Mais on a décidé, nous, dans le monde occidental, que le salaire est lié à l'évaluation abstraite du degré de risque dans la responsabilité, étant considéré comme relié au nombre de personnes sur lesquelles on a une responsabilité. Et au pouvoir que l'on a de déclencher des catastrophes, en gros. Parce qu'il y a des entreprises où aussi à un poste élevé, on ne décide rien. Tout est déjà prédécidé. Vous n'avez qu'à signer, à parapher les décisions déjà prises par le système. Voilà. Et à récolter J'ai appris l'autre jour le jeton de présence dans certaines grandes entreprises internationales au conseil d'administration. C'est des sommes à l'année qui sont... C'est 200 000 €, quoi. C'est la honte absolue. On ne peut pas se regarder dans une glace pour faire ça. Peut-être au conseil d'administration. Hein. C'est pas sur vos fonds propres si l'entreprise compte. Je ne sais pas quel est le salaire du middle management dans ces boîtes-là, mais je ne veux même pas le savoir. Alors, et puis, il y a une composante là-dedans. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut aussi considérer que l'engagement, et jusqu'où l'engagement, je joue là-dessus, ça implique la vertu de courage. Donc le courage, c'est la capacité personnelle que l'on a précisément à assumer une action dont la réalisation est incertaine, dont la réalisation est complexe, dans laquelle mon implication est centrale. Et donc la vertu de courage est essentielle dans la dimension d'engagement dans l'action humaine. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder différents types d'engagement. Pour voir, parce qu'ils s'éclairent les uns les autres. Une fois que j'ai dit tout ce qu'on a dit là, il y a tout, et puis en même temps, c'est pas très concret. Alors, je dirais, la forme d'engagement élémentaire, c'est l'engagement physique qu'on voit dans le sport, qu'on voit dans le jeu, enfin les sports, les jeux qui ressemblent à des sports, les sports qui ressemblent à des jeux. C'est intéressant, pourquoi? Parce que dans le sport, on voit bien, on a vu ça au moment des Jeux Olympiques, au saut à la perche, c'est très marrant, enfin pas qu'au saut à la perche, mais c'est très frappant au saut à la perche. C'est frappant au marathon aussi, vous savez, les endroits où c'est jamais joué. Il y a des trucs, c'est presque joué, quoi. On fait tir à la carabine, ou qu'on fait Usain Bolt sur le 100 mètres, c'est quand même assez joué, quoi. Mais vous avez des sports, le marathon par exemple, c'est jamais joué. On n'a jamais des gens qui sont toujours les premiers marathons, ça n'existe pas. C'est pas prévisible parce que ça relève pas uniquement de la force physique.
Et on voit bien le sol à perche, c'est aussi quelque chose comme ça. C'est pas uniquement quelque chose de physique. Et donc, qu'est-ce que c'est dans ces cas-là, l'engagement jusqu'où? Le jusqu'où va dépendre du calcul des forces et de la possibilité de dépassement. C'est une espèce de truc pas très précis. Qu'est-ce qui fait que je sens que cette fois-ci, je vais être capable de me dépasser? C'est pas inappréciable. Difficile à sentir ça. Pourquoi tout d'un coup les gens s'effondrent et les capacités physiques sont à capacité physique égale, ou alors on appelle ça le moral. La capacité de se projeter, et de se projeter juste au-delà de sa limite. Ça, le génie du vrai sportif, c'est qu'il se projette juste au-delà. S'il se projette trop loin par rapport à ses limites, il se vautre. Et s'il se projette pas au-delà de sa limite, il fait juste ce qu'il a toujours fait. Alors, et c'est important parce que, vous voyez, là on a, j'avais précisé, la forme la plus élémentaire. Et je dis ça parce qu'elle va demeurer cette forme élémentaire dans les autres niveaux d'engagement. Alors, on pourrait prendre aussi, alors il y a l'analogue du sport, j'ai fait ça parce que c'est un peu masculin de prendre le sport. L'autre jour, quelqu'un me disait de manière très forte, le courage chez un homme, c'est une vertu physique. Ce que je crois intimement. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas capable de se faire mettre sur la figure pour quelque chose qui dépend, il ne sera jamais capable, en fait, d'un véritable engagement, même à un niveau managérial et même spirituel. C'est du flanc, parce qu'il a la trouille. C'est pas vrai chez les femmes. C'est pas de se faire taper dessus. Un homme, oui. Pouvoir se faire taper dessus. Je pense pas ça. Et donc, mais il y a l'analogue, si vous voulez, du sport, du côté féminin. C'est plutôt du côté de l'affrontement psychique et affectif. Une capacité de, comment dire ça? Là aussi, jusqu'où je peux parler, jusqu'où je peux humilier l'autre, jusqu'où je peux prendre verbalement la parole. Il y a un jeu psychique dans le féminin qui est l'analogue du jeu physique dans le masculin et qui joue sur la perception des limites. Jusqu'où je peux aller? Un homme perçoit mal ça. Sauf si vraiment la composante féminine en lui est assez forte. Et il peut avoir une phrase maladroite au mauvais moment et tout explose. Enfin, l'homme est un stratège psychique moins développé, sauf chez les pervers narcissiques, alors que la femme a spontanément une capacité d'appréciation du déploiement de la force psychique très forte. Il y a aussi des grandes sportives, oui, je connais ça, mais sur Williams. Voilà, et donc voilà, ça c'est le premier niveau. Donc il y a quelque chose de matériel dans l'engagement, psychomatériel dans l'engagement. Le deuxième niveau, c'est l'engagement dans un projet, à faire quelque chose ensemble. Vous voyez, on est dans une certaine, là aussi, gestion des forces. Dans un projet, il y a une gestion des forces. Des forces psychiques et des forces physiques. On ne dirige pas, un contremaître ne dirige pas un atelier sans avoir une perception des forces physiques des gens qui sont là. Et on ne dirige pas véritablement une équipe dans des situations difficiles, donc dans le jusqu'où, si on n'a pas une perception des forces psychiques du groupe. C'est pas vrai que pour les équipes de foot. C'est vrai que quand on est charrette, quand on fait de l'architecture, quand il faut rendre un projet, enfin, voilà, on a des moments où voilà, il faut, quand on fait l'événementiel. Et donc on voit bien, alors, la composante nouvelle qu'il n'y a pas dans tous les sports, mais qu'il y a dès qu'il s'agit d'un projet un petit peu développé, normalement, c'est le collectif. Le collectif ajoute évidemment à la complexité de l'engagement parce que, on y reviendra d'ailleurs, le collectif peut à la fois alléger l'engagement de chacun et par moments le plomber. Une équipe qui ne croit plus en elle-même, il vaudrait mieux qu'elle soit plus réduite, d'accord? Mais une équipe qui gagne, c'est super qu'elle soit beaucoup. Puis on sait bien, il y a des tailles critiques. Enfin, là encore, c'est très physico-psychique tout ça. Quelque chose de l'animal en nous, là, de l'animal qui doit être intelligent, mais il y a une espèce d'intelligence, de l'engagement des énergies humaines, je dirais ça comme ça, pour utiliser volontairement un mot philosophiquement parfaitement bâtard et tout à fait flou, mais qui désigne bien ce qu'il veut désigner. Le troisième niveau, évidemment, là on change de registre, c'est l'engagement éthique. C'est l'engagement envers quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Coacher quelqu'un au sens purement physico-psychique, c'est autre chose que de s'engager envers quelqu'un. C'est la différence entre un coach et un thérapeute, normalement. Et donc là, il y a comment apprécier jusqu'où je peux m'engager au sens envers une personne. Il en va de la cohérence dans la durée. Je peux m'engager que si je me sens capable d'être cohérent dans la durée, c'est-à-dire de demeurer, vous voyez, de demeurer dans la mobilisation dans laquelle je suis vis-à-vis de l'autre. Parce que m'engager aujourd'hui pour plus avoir les moyens demain, c'est pas cohérent, si c'était prévisible. Et donc l'engagement éthique, il est dans la durée. L'engagement envers quelqu'un, il ne peut être que dans la durée. Alors pas pour toujours nécessairement, mais il est dans la durée. L'engagement sur un projet, il est limité.
Je m'engage envers les personnes quand je m'engage dans un projet, mais c'est autre chose que de s'engager directement envers les personnes. Une fois que le projet, que l'engagement, il y a des contrats d'embauche qui se font que sur la base du projet. Une fois que le projet est fini, c'est bon, on se sépare, ça s'appelle un CDD. Mais qu'est-ce que ça veut dire CDI? C'est que je m'engage à toujours trouver des projets avec lesquels je vais bosser avec les gens, je m'engage envers eux ou là des projets qu'on va avoir à faire ensemble. Grande question. Deux manières de gérer son entreprise. Où la réunion des personnes n'est liée qu'au projet que l'on met en œuvre, il n'y a pas d'engagement envers les personnes au-delà des projets. Donc elles sont bonnes dans le projet, tant mieux, elles sont nulles, on les dégage. Et leur vie privée, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Si ce n'est que ça risque d'alourdir le fonctionnement psychique du projet. Mais qu'ils aient perdu leur grand-mère, que leur fils ait tenté de se suicider, c'est pas mon problème. Ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'estime que l'engagement dans l'entreprise est d'avoir un engagement interpersonnel sur la base d'un consentement à être respectueux, c'est-à-dire engagé les uns vers les autres, dans la bienveillance. Et à ce moment-là, là, je suis au-delà du projet. Alors il y a des degrés là aussi, c'est pas la même chose de s'engager de manière personnelle vis-à-vis des gens avec qui on travaille, c'est pas la même chose de s'engager de manière personnelle à vivre avec quelqu'un, ou s'engager vers quelqu'un à lui rendre un service humain durable, d'assistance, de conseil, de soutien. Alors où est-ce qu'on rencontre ces configurations-là? Dans les relations familiales. Parce qu'on est au moins responsable de ses enfants jusque vers la majorité, malheureusement plus longtemps. D'ailleurs, on est aussi responsable de ses parents, mais ça on ne l'avait pas demandé, mais il faut bien faire avec aussi quand on est enfant. Donc la famille est un lieu dans lequel on a des responsabilités qui ne sont pas de type projet. Dire à son père, de toute façon, j'ai plus de projet avec toi, je me casse, ça va pas. Enfin, quand vous avez 7 ans, c'est pas possible. La loi ne reconnaît pas le droit à un enfant de choisir sa famille à 7 ans. Il faut qu'il ait raison, ses parents le battent, comme ça. Et donc on voit bien que là on est, c'est pas beaucoup plus difficile l'évaluation de l'engagement personnel. Et je vous dis, la seule manière de l'évaluer et d'évaluer ses limites, donc le jusqu'où, c'est la cohérence durable de la bienveillance active que j'ai envers la personne. C'est ça si je suis rigoureux. S'engager envers quelqu'un, c'est mettre en œuvre une bienveillance active, qui a des formes variables. Pas la même chose quand on est marié, quand on est père de famille, quand on est un ami, quand on est un compagnon d'armes, quand on est un collaborateur. Mais c'est de la bienveillance active, c'est-à-dire ce qu'appelle bienveillance active, c'est que je m'intéresse à la personne au-delà du projet qu'on a ensemble. Cette cohérence, elle réclame une certaine force, pour être cohérence dans la durée. Et pour assumer les moments où cette cohérence peut être menacée, voire devenir impossible. Parce qu'il y a des moments où la cohérence n'est plus possible, ou chez moi ou chez l'autre, un des deux a trop bougé. Donc c'est un lieu, là c'est un engagement, j'allais dire, qui tout en étant cohérent est en partie aussi renégociable. C'est ça l'engagement éthique. Croire que l'engagement éthique c'est qu'à 20 ans j'ai su ce que ça allait être d'être marié pour 50 ans, c'est juste de la stupidité. Moi j'ai beaucoup de jours. On marie les gens, on leur demande êtes-vous prêts à vous soutenir jusqu'à la fin de leur vie, c'est stupide, ils savent pas du tout ce que ça va être jusqu'à la fin de leur vie. Êtes-vous prêts à avoir des enfants, ils n'en ont jamais eu, donc ça ne savent aucune idée ce que c'est. Enfin voilà, c'est très magnifique quoi. Êtes-vous prêts à vous soutenir dans le bonheur, dans les épreuves ils n'en ont presque pas vécu. Enfin, donc c'est marrant, on s'engage sur des trucs qu'on n'a aucune autre idée quoi. La maquette pour s'écrire les jeux. Ils sont dans un monde qui calcule beaucoup plus les risques, ne s'engage plus, c'est plus simple. Je ne suis pas sûr que c'est plus fécond et plus fructueux, mais en tout cas c'est plus simple. Enfin, première vue. Voilà, donc ça c'est l'engagement éthique. Ensuite, vous avez l'engagement politique. Alors, souvent l'engagement politique, il a la forme du projet. Je me fais élire, j'en profite, et puis après ça, enfin ouais, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Mais je prends l'engagement politique au sens réel, pas au sens tel qu'on l'expérimente malheureusement souvent. La difficulté de l'engagement politique, c'est que c'est un engagement éthique envers des personnes que je ne connais pas. Déjà, ça, c'est pas simple. Parce que je suis quand même engagé sur la vie des citoyens. Je ne suis pas juste engagé à l'égard d'un projet. Je suis engagé à protéger la vie des citoyens. C'est pour ça qu'il y a une armée. Je suis protégé à pourvoir au minimum de bien-être et de sécurité physique et sanitaire envers les citoyens. Je suis responsable d'organiser, si possible, la répartition des biens par l'économie au profit du bien des personnes. Voilà. Donc la difficulté principale de l'engagement éthique, c'est que précisément, très vite, j'ai plus l'expérience de ceux envers qui je suis engagé, ce qui est un grave problème. Comment faire fonctionner la subsidiarité pour que ça ne soit pas tout à fait abstrait, tout ça. La grande difficulté du politique, si on est honnête, c'est que le politique ne peut pas s'engager sur le futur. Il peut s'engager sur le futur là où il est sûr qu'il est gérable. Mais surtout le reste, c'est du flanc. Et plus une communauté humaine est complexe, plus elle est dans un monde
mouvant, et plus la complexité de l'interaction des acteurs est importante, et donc on est en plein là-dedans aujourd'hui, et moins le futur est prévisible. Donc moins le politique peut prétendre s'engager sur le futur, pour autant d'ailleurs qu'on puisse s'engager sur le futur, parce que prétendre s'engager sur le futur, c'est juste du mensonge, quoi. À titre personnel, d'ailleurs même dans l'engagement personnel, je peux dire je veux être engagé envers toi tout le temps jusqu'au bout, quelles que soient les conditions. Je le veux, ça veut dire que j'ai le pouvoir. Donc dire je m'engage pour toujours, ça ne veut rien dire. Je ne m'engage pas pour toujours. Je voudrais pouvoir m'engager durablement. Et si possible, pour toujours. Mais qui me garantit les possibilités? Vous épousez quelqu'un, le surlendemain des noces, il est paraplégique et il est devenu un légume. C'est bien. Vous allez rester fidèle. Vous êtes marié sacramentellement, ou vous allez épouser quelqu'un et vous êtes épousé pour toujours. Oh, c'est facile à dire ça. Là, on voit bien qu'entre le pour toujours et le réel, donc si je suis réaliste, ce que j'ai déjà dit les Grecs, je ne gère pas le futur contingent, je ne peux pas le prévoir. Ne pouvant pas prévoir le futur, je ne peux pas m'engager pour le futur. Je peux m'engager en me préparant au futur. Je peux m'engager sur la base de ce qui est véritablement, potentiellement durable. Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui s'engagent justement dans l'espoir d'être jugées, dans l'espoir d'être face au jugement dernier et d'être jugé de façon... Dans l'espoir, c'est typiquement dans l'espoir de, c'est-à-dire non dans la certitude, dans l'espérance que. Pour pouvoir s'engager pour tout, il faudrait que quelqu'un me garantisse l'avenir. Là, je fais une parenthèse. Dans le domaine de la foi, un religieux qui a 20 ans ne peut absolument pas s'engager à la vie qu'il va mener s'il n'estime pas dans sa foi que quelqu'un s'est engagé pour lui en le garantissant sur le futur quel qu'il soit. Des fois, il revient un peu en cause d'ailleurs, parce que vu la tête du futur, il trouve qu'il n'a pas tout à fait été assez prévenu. Mais voilà, c'est en raison de ça. C'est uniquement en raison de ça. Sinon, il faudrait enfermer les gens. Tu ne devrais pas permettre légalement que quelqu'un à 20 ans s'engage à vivre toute sa vie la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est tout simplement déraisonnable. Enfin, c'est même dangereux de promettre des choses pareilles. Parce que ça ne correspond à aucun critère de possibilité de la personne humaine à cet âge-là. Enfin, si on est un peu lucide. Et donc, concrètement, voilà, c'est l'engagement politique réclame un engagement de type éthique, mais il implique aussi, vous l'avez compris très fortement, la gestion du projet et aussi la gestion des liens matériels. Donc, j'allais dire, l'engagement politique, il assume cet engagement presque physico-psychique des choses, parce qu'il en va d'abord, je vous dis, de la sécurité du territoire, d'abord que chacun ait à manger, enfin, de tout ce qui est l'organisation physique du tronc qui s'appelle la communauté humaine. Ensuite, il y a une dimension projet, c'est-à-dire d'être capable de manager, favoriser l'organisation de la communauté humaine pour qu'elle soit créatrice, qu'elle assure qu'elle innove, qu'elle soit compétitive et qu'elle permette surtout aux personnes de trouver un certain bonheur et un certain équilibre autant que c'est possible. Mais plus profondément, elle est engagée d'une manière moins interpersonnelle que l'engagement éthique, mais elle est engagée envers les personnes et pas simplement envers les projets. Voilà, puis je l'ai évoqué à propos des religieuses. Il y a quelque chose d'un espèce d'engagement, mais qui ne regarde pas simplement pour le coup les gens pour la foi, mais qui est ce que j'appelle moi le témoignage. C'est-à-dire les gens qui précisément s'engagent à rendre compte d'une espérance qui n'est pas visible à l'œil nu pour tout le monde. C'est des gens qui ont vécu des choses incroyables et qui te disent c'est possible. C'est très impressionnant ça. Quel que soit le domaine d'ailleurs. Mais pour pouvoir dire c'est possible de manière crédible, il ne suffit pas de l'avoir fait. D'accord ? Il faut avoir acquis la conviction intime que réellement quelqu'un peut espérer un jour arriver à quelque chose comme ça. Parce que le témoin il est crédible que comme ça. Les gens ne sont pas crédibles, vous les admirez, mais à moins de rêver dans vos rêves que vous allez faire comme ils ont fait, ça ne vous suscite aucune espérance. Si vous vous regardez vous-même, enfin, vous voyez, le temps du film, vous vous voyez en train de faire la même chose qu'eux, et puis le temps où vous vous regardez, tout d'un coup vous voyez le décalage, quoi. C'est comme Usain Bolt, quoi. Enfin, ou comme un top modèle, faut pas trop les regarder longtemps, parce qu'après ça, quand on se regarde, surtout avec l'âge et la fatigue, on voit bien que c'est couru d'avance, c'est le cas de le dire. Voilà. Et donc, le véritable témoin, c'est celui qui précisément rend raison d'une possibilité
de s'engager sur la base d'une espérance, je ne sais pas comment dire ça, à l'égard duquel ils pèsent plus lourd que les autres. Je ne sais pas comment dire ça. C'est des gens qui sont revenus des camps, c'est des gens qui ont traversé des épreuves impossibles et qui disent oui, je ne l'ai pas fait parce que j'étais un héros, mais je l'ai fait, et donc c'est faisable. Encore faut-il qu'il puisse montrer dans son témoignage que c'est faisable. Les gens qui on appelle les résiliences, hein, les gens qui sont sortis de situations critiques et qui jouent un rôle important. Parce que précisément, dans certains cas, c'est à leur témoignage qu'on encourage de s'engager. Enfin, vous avez des gens qui sont engagés comme médecins du monde à l'autre bout du monde, c'est parce que vous les voyez revenir et que vous voyez que ces gens sont à la fois ordinaires, qu'ils ont vraiment la trouille et qu'ils l'ont vraiment fait, que vous avez des gens qui se lèvent et qui disent j'y vais aussi. Mais il y a une prise de risque très grande là-dedans. Parce que, vous comprenez bien, c'est l'abomination des croisades. C'est quand on dit vous inquiétez pas les gars, ça va faire du bien à tout le monde. Je ne sais pas à qui ça fait du bien, moi. C'est vrai, le bien. À rien, à personne. C'est rare les entreprises qui se voulaient merveilleuses et qui finalement n'ont fait bien que ça. Alors ensuite, donc on arrive à le sujet pour m'en parler qui est l'autre, c'est les limites. Quels sont les types de limites du coup qu'on rencontre dans ces différents types d'engagement? D'abord les limites intrinsèques. C'est quoi les limites intrinsèques? C'est la non-prévisibilité et c'est la faillibilité des processus. Alors, un moteur électrique d'avion de ligne, c'est beaucoup moins faillible que la perche d'un sauteur à la perche. Et la perche d'un sauteur à la perche, c'est beaucoup moins faillible qu'une relation durable homme-femme, qui elle-même est encore beaucoup moins faillible que, je ne sais pas trop quoi, les possibilités de survie dans un cancer du pancréas. Enfin, vous voyez, je connais ça, vous avez des degrés de limite intrinsèque. Mais c'est ce qu'on appelle l'indétermination de la réalité matérielle. Il y a une indétermination fondamentale. Rien n'est parfaitement prévisible. Je sais parce que j'ai visité une usine qui fabrique des moteurs c'est très impressionnant, les moteurs d'avions qui alimentent l'électricité à l'intérieur des avions. Ce sont des moteurs qui sont capables de rester à des températures impossibles et qui normalement sont capables de tourner 30 ans sans s'arrêter, sans qu'il y ait moins de problème. La fiabilité, c'est sur 30 ans non-stop. Donc c'est des choses, il faut voir d'ailleurs les usines qui fabriquent ça, c'est des bijoux, c'est de la joaillerie. C'est impressionnant. Il y a besoin d'un management pour que la vigilance et l'attention des ouvriers qui sont là-dedans, des ouvrières, soient extrêmes parce que, voilà, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. C'est impressionnant. Du coup, d'ailleurs, on fait presque, sur certains plans, plus confiance à l'homme qu'à la machine. Parce que c'est très très composite et très complexe. Ça m'a beaucoup impressionné. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a malgré tout dans toutes les activités humaines, et plus elles engagent, on va dire, la réalité humaine en situation où elle risque de casser, et plus c'est mis à risque. C'est comme un objet matériel. La perche du saut à la perche, plus vous la poussez à la limite de la traction et de la torsion possible, et plus elle risque de casser. Il y a quelque chose comme ça dans le psychisme. Au sens strict, l'esprit n'est pas matériellement cassable. Mais le problème, c'est que l'esprit ne s'exerce pas sans le psychisme. Et le psychisme, il est cassable. Le burn-out, c'est du cassé. Et donc, là, il y a là-dedans une espèce de... Donc, il y a une limite intrinsèque à toute action humaine, c'est les limites psychophysiques qui sous-tendent tout type d'activité. Ce qu'on appelle craquer. L'humain est craquable. C'est propre de l'humain. En plus, vous savez bien, les animaux, ils sont craquables que physiquement, mais pas tellement psychiquement. Nous, on est craquables psychiquement et physiquement, donc ça s'accumule un peu, quoi. Ensuite, vous avez des limites qui sont d'autant plus importantes que l'action est complexe. Je l'appellerais des limites multifactorielles. Et plus l'action est complexe, et plus la conjonction des limites des différents facteurs, voilà, c'est la théorie de Virilio, qui est un philosophe qui a développé ce qu'il appelle la théorie de l'accident général. En disant, le monde hypertechnologique que nous venons de développer met en synergie et en interaction un nombre de facteurs technologiques, économiques, financiers, politiques, sociaux, psychiques et personnels au maximum qu'ils puissent le faire. Et donc, à la fois, ça a pour but de sécuriser l'ensemble, mais la probabilité d'un accident général augmente. La probabilité de l'accident général, vous voyez bien, c'est la conjonction d'un certain nombre de ces facteurs qui craqueraient ensemble et qui entraîneraient le craquage de l'ensemble. Il ne faut pas se faire peur avec ça, mais être conscient de ça.
Et puis alors on touche, et c'est là que ça devient intéressant. Donc ces choses-là, elles sont appréciables, oui, je dirais, elles sont évaluables de manière presque scientifique. Le problème, c'est les limites humaines. Comment apprécier les limites humaines? Et ça, c'est la vraie question, l'engagement juste. Alors, vous avez le monde contemporain qui se planque derrière la statistique. Ça, c'est super, ça s'appelle la lâcheté organisée collectivement. Donc, si statistiquement, enfin, il ne faut pas les lire tous les matins, vous avez une probabilité de mourir qui est non nulle tous les jours, hein, je vous rappelle. Et vous avez, alors, c'est-à-dire, heureusement qu'on n'a pas à chaque instant qui s'affiche à l'intérieur de notre cerveau le taux de probabilité de chaque activité qu'on opère. Ouais, prendre son scooter, monter dans sa voiture, se baigner dans une baignoire avec un truc pas antidérapant, enfin, ouais, tout, boire un verre de vin. Enfin, si à chaque moment on avait la prise de conscience des possibilités de risque qu'on prend, on ne ferait plus rien du tout. Mais donc, au niveau personnel, on ne fait pas trop ça. Sauf les hypochondriaques. Mais bien que, on fait quand même pas mal ça. C'est vrai, quand on va à l'autre bout du monde, il faut qu'on soit dans un hôtel 3 étoiles, climatisé, avec toute la possibilité d'être avec un hélicoptère si on attrape quelque chose. Enfin, vous voyez, voilà. Mais c'est très étonnant de voir que dès qu'il s'agit du management, dès qu'il s'agit de l'entreprise, dès qu'il s'agit du monde économique, on est dans l'évaluation statistique. Or, l'évaluation statistique, comme son nom l'indique, est une évaluation moyenne. Donc elle ne me dit pas ce dont je suis capable. Elle me dit ce dont en moyenne on est capable. Alors, on a raison de se servir de la statistique quand il s'agit d'un moteur, une voiture. Si statistiquement les Renault de tel type sont des poubelles au bout de 5 ans, chez Renault c'est plus courant dans les autres marques, ben c'est sûr qu'il ne vaut mieux pas acheter cette marque-là, parce que statistiquement, elle a plus de chances de ce numéro-là, il n'est pas bien, ça n'a jamais bien marché, quoi. Pour les objets matériels, on peut s'appuyer sur la statistique, mais pas pour l'humain. Puisque précisément le propre de la singularité humaine, c'est d'échapper à la statistique. Pas toujours, et pas partout. Et donc, l'évaluation des limites humaines réclame ce qu'on appelle une évaluation prudentielle. Alors, comment est-ce qu'on évalue prudentiellement les limites qui sont les nôtres dans l'engagement? Donc, pour savoir le jusqu'où. D'abord, par expérience. On sait qu'il y a une limite au-delà de laquelle, là, on saute les plombs, on ne supporte plus, on n'arrive plus à comprendre, on est dépassé, c'est pas la peine d'essayer. Et pourtant, on s'aperçoit, et c'est le propre de l'analyse philosophique, mais il n'y a pas que la philosophie qui fait ça, la psychologie fait ça aussi, qu'en fait, les limites que l'on rencontre, et là je dirais les limites psycho-spirituelles, vous voyez, je suis plus dans du physique pur, bien que ça touche même le physique, c'est le cas du marathon. Le marathon, vous pouvez vous écraser, vous effondrer pour des raisons purement, qui sont même pas du psychique pur, qui sont tout d'un coup, vous avez pu, vous y croyez plus. Vous y croyez plus, c'est fini. Alors que celui qui était derrière vous, lui, tout d'un coup, il croit. C'est très étonnant, c'est la course sur les longues distances. On voit bien qu'il se passe tout autre chose que de la pure mécanique physique, et il se passe autre chose que de la mécanique psychique. Et on sait aujourd'hui, on sait d'ailleurs depuis la nuit des temps, que l'appréciation des limites dépend considérablement des représentations que nous avons de nous-mêmes. Donc de la juste appréciation que nous avons de nous-mêmes. Et de la juste appréciation que nous avons de nous-mêmes en situation limite. Puisqu'il s'agit de franchir les limites. Et tout le monde n'a pas la même représentation. Alors, on sait bien que comme chez les animaux, il y a chez les humains des optimistes et des pessimistes, des gens qui ont tendance à croire plus que ce qu'ils sont capables de faire, et d'autres qui ont toujours tendance à croire moins. Ça existe aussi chez les animaux, ça. Et puis, ça dépend ce qu'on a bu, ça dépend ce qu'on a mangé, ça dépend ce qu'on a fumé, ça dépend ce qu'il y avait dans ce qu'on a mangé. Voilà. Le Tour de France, enfin, là aussi le sport de faire de base. Donc, il y a des mécanismes de mobilisation du psychisme au-delà de ses frontières habituelles. Voilà, le problème, c'est que si je le sollicite trop, vous voyez, je finis par croire que je vais voler, quoi. Je vais carrément entraîner une... C'est une vieille question, d'ailleurs, hein, qui c'est des sportifs, c'est des militaires, mais c'est de tout le monde, d'ailleurs, en situation critique, comme on fait. Mais voilà, si j'essaie de m'engager d'une manière qui soit durable et cohérente humainement, je dois essayer d'avoir une compréhension juste de soi, et c'est pas facile d'acquérir une compréhension juste de soi sur ces situations limites. Pourquoi? Parce que la peur joue. La grande difficulté de l'évaluation de jusqu'où je peux m'engager, c'est le lien entre peur et représentation. Parce que même celui qui est téméraire, sa témérité est fondée sur la peur. Très visible. C'est quelqu'un qui surévalue ce qu'il est capable de faire parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Ou qui sous-évalue ce qu'il pourrait faire. Et donc c'est très difficile d'avoir une juste évaluation
de sa capacité, d'autant plus que, encore une fois, elle n'est pas totalement prévisible. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce que une bonne partie des fonctionnements humains consiste à mettre en place des mécanismes de compensation de cette peur. Donc en gros, de tenter de réaliser les choses les plus extrêmes en s'engageant le moins possible. C'est ça finalement le calcul. Là où on a peur, pas là où on n'a pas peur. Si vous avez des gens qui sont super costauds pour aller au pôle Nord uniquement de nuit, vous voyez, et en tirant un traîneau aller-retour, je ne sais pas comment il s'appelle celui qui a fait ça là. Sportif. Étienne. Non, il n'a pas fait ça de nuit, lui. Non, c'est un autre. C'est un style, vous savez, ceux qui font des Ironman. Ironman, c'est ce genre de truc-là. Il faut être un peu spécial psychiquement. Alors c'est très étonnant quand vous rencontrez ces gens-là. Là, c'est des Ironman, mais ailleurs, il n'y a rien du tout. Ils sont complètement inconsistants. Ça n'existe pas les gens qui sont et des Ironman et dans la relation humaine au top niveau d'assurer la responsabilité durable, quelles que soient les situations. Voilà, on a toujours des lieux de faiblesse et des lieux de force. Si, il y a Tabarly. Il n'est plus là pour qu'on vérifie, mais... Non, mais il avait un côté relationnel humain. C'était pas Ironman ce qu'il faisait. C'est vrai. Et puis relationnellement, il était pas un peu loin rusto quand même, aussi. c'était un grand navigateur. Voilà. Il n'a pas été toujours d'une délicatesse extrême dans le relationnel. C'est pas non plus, si j'ai bien compris, un manager du groupe super performant non plus. Bon, on peut toujours rêver, mais voilà. Et donc, le tout s'est élucide sur le fait que plus j'ai peur, et des fois plus j'ai raison d'avoir peur parce que la représentation que j'ai de moi-même dans ce domaine-là, ou la compréhension que j'ai de moi-même est limitée, et plus je vais essayer de compenser. Ou par des représentations, ou par de la délégation, ou par des organisations, ou par de l'institutionnalisation. Enfin, il y a plein de mécanismes pour essayer d'avoir le résultat, sans avoir la difficulté d'avoir à y parvenir par un travail sur soi, pour être simple. Et donc c'est là qu'on rencontre la question de la fragilité. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est précisément qu'est-ce que c'est que l'engagement en situation critique. C'est là qu'on voit les choses. C'est d'autant plus intéressant que le monde dans lequel on est, tout en essayant de nous éviter au quotidien le plus de situations critiques possibles, est en train de créer, vient de s'inventer un fonctionnement métacritique. Vous voyez, je veux dire, c'est que votre vie n'est pas menacée ce soir. À Paris, normalement, on ne se fait pas descendre au coin de la rue. Vous n'allez pas mourir de faim demain. Quoi d'autre? Vous n'allez pas perdre tous vos biens dans les 3 jours. Vous voyez, bien sûr, en soi, on peut toujours, mais raisonnablement. Et donc, on est dans un monde qui organise la sécurisation de la plupart des actions humaines. Donc, on puisse entreprendre précisément le plus possible, librement, ce que l'on pense devoir faire, le plus loin possible. Et en voulant créer un système de métasécurisation, on vient de créer un système de métacritique, c'est-à-dire qui est, lui, toujours en situation de crise. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, tout simplement, est de moins en moins compréhensible, de moins en moins gouvernable, et la manière dont il risquerait d'interagir sur ma vie personnelle est de moins en moins traçable. Donc je suis dans un monde de moins en moins compréhensible. Et sous un certain rapport, parce qu'en plus c'est un monde qui a perdu tout point de repère collectif un peu rigoureux, il est sur le plan profond de ma personne de plus en plus hostile. Très bizarre d'avoir un monde qui est simultanément hyper sécurisant et hyper hostile. Hostile parce qu'il ne me propose aucun point de repère autre que purement matériel. Il est même, pour sécuriser le fonctionnement matériel, par le biais de la société de consommation, un dislocateur de valeur. Pour pouvoir me vendre les choses, il ne faut pas que j'ai de valeur. Moins vous avez de valeur, plus vous aspirez à en avoir, et plus vous êtes un consommateur actif. Parce que plus vous avez de valeur, plus au regard de la consommation, vous êtes un psychorigide. D'accord ? Si vous avez des valeurs, vous aspirez à moins, et avec régularité, catastrophe totale pour le consommateur. Plus vous aspirez à des valeurs, et moins vous parvenez à en avoir, plus vous êtes un angoissé multipolaire. Donc plus vous êtes un consommateur actif. Insatiable. Insatiable. Par compensation. Alors, c'est pas du tout calculé stratégiquement de manière méchante, mais le mécanisme, vous voyez les progrès du marketing en 30 ans, le mécanisme global, il va vers ça. Vers le fait que ça intéresse le système, qu'on n'ait pas de valeur.
et qu'on soit à la merci de la multiplicité des choix, et qu'on soit toujours remis en cause dans ces choix pour pouvoir en faire d'autres. Donc en gros, on est dans un monde qui est profondément instabilisant, déstabilisant en profondeur, même s'il prétend être sécurisant en surface. C'est ça le paradoxe complet du bizarre monde que nous venons de fabriquer, dont on n'a pas d'ailleurs tout à fait les portes de sortie, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit encore comment on en sort. Donc la situation critique, si vous voulez, elle est intéressante. Parce que bizarrement, on en est protégé et on leur apprend beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très vite en situation critique. Et vous me direz, mais pourquoi? Parce que par exemple, ils perçoivent que la perte de sens, l'absence même, que le système dans sa dimension culturelle, par exemple, leur dit, mais le sens, ou bien on en ricane, ou bien de toute façon ça n'existe pas, ou bien ça existe pour autant que tu l'inventes pour toi, c'est profondément angoissant. Et donc vous voyez bien, on est dans un monde qui profile plutôt des engagements à court terme, avec retour rapide sur investissement. Donc des engagements qui ne mobilisent pas la profondeur de ma personne, ni dans la durée. Et pourtant un monde qui du coup est inquiet du développement durable. Donc de la possibilité de faire fonctionner ce système de manière durable, et d'ailleurs finalement on commence à l'admettre, de devoir réduire son efficacité et son développement de richesse pour pouvoir le rendre durable. Enfin tout ça on l'a à l'horizon, hein. On n'a pas encore fait les choix. Et donc je vois bien que jusqu'où je peux m'engager, ça dépend d'une appréciation prudentielle. Comment développer une véritable prudence de soi? Et d'autrui d'ailleurs, dès qu'on est plusieurs, en situation critique. C'est ça qui m'intéresse. Je dirais même que le paradigme de l'engagement véritablement humain, c'est-à-dire d'un engagement qui mobilise toute la personne, c'est celui qui s'exerce en situation critique. Parce qu'étonnamment, l'expérience montre que l'homme ne grandit qu'en passant par des situations critiques. Pas trop élevées. Au mieux des micro-situations critiques que des macro-situations critiques. Mais l'expérience montre que, alors c'est Hegel qui disait violemment que les peuples sans conflit n'ont pas d'histoire. Mais c'est vrai que, comment dire ça, la personne n'émerge que quand elle est précisément obligée de s'affirmer elle-même, de s'auto-déterminer. Et elle ne s'auto-détermine que dans les situations où elle est contrainte de le faire. Très souvent, sinon elle ne s'auto-détermine pas, elle se contente de suivre la détermination collective. C'est l'obligation à m'autodéterminer, sur autre chose que les choix du yaourt de ce soir dans le supermarché, qui va permettre l'émergence de la profondeur de la personne. Donc c'est clair que c'est l'engagement qui fait émerger la profondeur de la personne. Et plus l'engagement porte sur un engagement envers quelqu'un, et puis il mobilise en profondeur mon affectivité, ma volonté, mon intelligence, et puis il permet l'émergence de la personne. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir quelles sont les conditions de l'engagement dans la fragilité. D'abord, c'est l'acceptation de la fragilité. L'engagement n'est finalement véritablement personnel que quand il est dans le consentement et l'apprentissage lucide de ce qu'est ma fragilité, sans la confondre avec mes faiblesses. Même si la fragilité risque toujours de devenir une faiblesse. Mais la fragilité, précisément, c'est l'incapacité que j'ai à prétendre gérer durablement mon existence. C'est tout simplement de la lucidité. L'humain n'est pas fabriqué pour gérer durablement son existence de manière sûre. Il est fait pour improviser son existence pas après pas, à la lumière d'une boussole intérieure, qui est précisément la vérité sur la personne humaine, et la possibilité matérielle de réaliser les choses. Mais l'humain n'a pas le moyen de programmer son existence. Et donc la première condition de s'engager jusqu'au bout, c'est la lucidité sur soi, sur ses compétences et sur ses limites. Et comment ces limites sont d'une part des faiblesses, et ça j'ai à lutter contre, mais d'autre part elles sont le signe d'une fragilité, c'est-à-dire d'une compétence qui est ailleurs. Une compétence qui n'est pas encore acquise. La deuxième condition de l'engagement, de pouvoir pousser l'engagement de ça jusqu'au bout, c'est de s'apercevoir que, à part dans le domaine sportif et un peu dans le projet, mais dès qu'il s'agit d'engagement éthique, je ne peux pas m'engager jusqu'au bout de moi-même sans autrui. Seul autrui
me permet de dépasser précisément la peur que me cause ma fragilité. Donc seul l'appui d'autrui, et l'appui réciproque souvent, seule la bienveillance réciproque, permet à la personne humaine d'aller jusqu'au bout de l'engagement d'elle-même. Sinon, elle va s'engager uniquement sur ses points forts, elle va enterrer ses fragilités, et donc enterrer une part d'elle-même. Vous comprenez bien, la faiblesse, c'est du déficit. La fragilité, c'est un lieu de... Parce que la fragilité, c'est quoi? C'est le lieu du face-à-face avec l'autre, c'est le lieu de la créativité, c'est le véritable lieu de l'engagement. Tant que la part fragile de moi n'est pas engagée, je ne suis pas vraiment engagé. Je suis engagé, oui. Pas trop, quoi. Enfin, je suis engagé, mais pas de manière très personnelle. Je suis engagé de manière véritable, authentiquement personnelle, que quand ma fragilité est mise en gage dans les mains d'autrui. Et donc ça réclame ça, à la fois l'acceptation d'une compréhension avec l'aide d'autrui et d'un engagement avec l'aide d'autrui. Ce qu'on appelle en philosophie une intelligence analogique et une co-responsabilité. Ou une intelligence collective, si vous préférez. Je ne peux m'engager pleinement que si j'accepte de compléter ma compréhension de moi-même par la compréhension qu'autrui a de moi. Alors évidemment, quelqu'un qui soit proche. Hein, bien sûr. Et je ne peux aller au bout de l'engagement de moi-même qu'en acceptant que quelqu'un s'engage envers moi autant que je m'engage envers autrui. Et donc en gros, ça réclame de perdre le mythe de l'autodétermination de soi-même sur la base des énergies rayonnantes qui seraient les miennes. C'est-à-dire une espèce de mythe de l'ego fort, qui est un mythe masculin. Le fait que l'humain, c'est quelqu'un qui doit accumuler du potentiel intérieur, fortifier ses compétences, minimiser ses déficiences et faire fonctionner cette machine thermodynamique et énergétique au profit du plus grand nombre. Ça, c'est un beau mythe, mais c'est juste un mythe. C'est une stupidité totale dans l'existence concrète. Jamais personne ne fonctionne comme ça. Jamais. Sauf les super machin trucs américains. Et encore, ils sont tous faits quelque part, évidemment. C'est ça qui est le plus marrant. Ils sont jamais incassables, parce qu'ils sont humains. Donc quelque part, ils redeviennent ces Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, ils ont tous un côté où ils sont normaux. Juste normaux. Voilà. Donc le grand enjeu de l'engagement jusqu'où, c'est ça. C'est la déconstruction de l'image d'aller jusqu'au bout de mon énergie sur la base de mon ego mobilisé. Ce qui est valable, j'oublie, dans l'ordre du sport, dans l'ordre d'un exercice de pure efficacité. Et ce qui vaut plus rien et qu'il s'agit de ma personne profonde. Autrui, je ne peux jamais m'engager au bout de moi-même sans autrui. Et même sans qu'autrui soit engagé envers moi. Dans le cas des personnes qui font des attentats suicides, je me demandais quel était votre avis là-dessus, sur... Très souvent, précisément, c'est animé par un mythe. Il faut qu'il y ait un mythe derrière, il faut qu'il y ait une idéologie. On ne s'engage jamais dans un attentat suicide sans qu'on ait été travaillé par un mode de représentation qui permette l'accomplissement d'un acte aussi inhumain que celui-là. Très simple. Donc il faut être complètement embarqué dans une déformation du réel. Justement, le mythe du héros, c'est ça, c'est de mourir pour ses idées, en fait. Oui, mais si j'étais du brutal, je dirais que c'est un mythe d'une stupidité majeure. Ça vaut pas le coup de mourir pour des idées. On peut mourir pour quelqu'un, pas pour une idée. On peut mourir pour la vérité, mais pas pour des idées. Oui, mourir pour la vérité, oui. Parce que personne ne me fera dire que le réel est autre chose que ce qu'il est, ça oui. Non, mais la vérité, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut pas la connaître, on a tous des idées. Après, le problème de la philosophie, c'est d'en sortir. Le travail socratique, c'est de sortir de mes idées. C'est pour ça que on est dans un monde qui meurt de manque de philosophie. La philosophie, c'est de sortir de mes idées, c'est pas sans construire des méta. Si la philosophie sert à construire des métasystèmes de méta-idées, alors je vais vous dire, il vaut mieux aller planter les choux et aimer les autres. Hein. C'est monstrueux. Après ça, je vais essayer de convaincre les gens des idées que je me suis construites. Ça s'appelle du totalitarisme mental, ça. Non, le propre de la philosophie, c'est la déconstruction de l'idée. Si jamais le philosophiste a tenté de faire Socrate. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs Platon n'était pas tout à fait socratique. Mais enfin, la philosophie telle qu'elle se comprend dans l'Antiquité, elle est basiquement ça. On ne peut pas mourir pour des idées, c'est stupide, mais on peut mourir contre des idées, quand on s'oppose à des idées. À condition que ça soit au nom de la vérité. Pas au nom de mes idées à moi contre les idées des autres. Ça, c'est encore plus bête. Enfin, c'est aussi bête. Je peux mourir pour le respect du réel, parce que le respect du réel, c'est le respect d'autrui. C'est le respect de l'humain. Ça, j'ai le droit de mourir. Mais pas pour des idées.
Parce que les idées... C'est la vérité du monde de l'au-delà ou Ah non, je pense duquel... je m'en fous de l'au-delà, mais... Je veux dire, s'il s'agit de l'au-delà, je vais m'intéresser à celui qui est compétent, c'est-à-dire à Dieu, mais moi j'ai déjà fait affaire pas mal avec ce qu'il y a ici. Hein. La vérité, je parle de la Qui vérité vous l'a ici. dit. Enfin, comment on peut savoir quelle est la vérité? Ah ben, c'est exactement ce que Socrate nous explique. La maïeutique socratique, c'est exactement ça. C'est tout un travail, il y a une méthodologie de déconstruction de l'idée. Par retour à l'expérience, par précisément mise en phase rationnelle des opinions les uns par rapport aux autres, et par processus d'analyse progressive de la réalité, au point que j'arrive à passer des apparences qu'elle me suggère à ce qu'elle est en profondeur. Alors je sais bien qu'on a arrêté ce mode d'analyse à partir de Descartes, parce que Descartes a dit de toute façon, tu veux te fabriquer un système cohérent, va le chercher à l'intérieur de toi. D'accord, ça c'est Descartes. Hein. On va faire un cours sur la maladie, la psychopathologie spécifique à Descartes, qui est présente d'avoir peur de la sensation et d'aller chercher à l'intérieur uniquement de l'acte cognitif l'identité humaine. Mais... Enfin, c'est assez simple. Hein, mais vous n'avez pas besoin de voir Socrate. Les gens qui font de la ferronnerie ou les gens qui font de la maçonnerie, c'est bizarre. On voudrait leur faire dire qu'un mur, ça se construit autrement qu'avec cordeau. Avec un cordeau et en mettant des briques les unes sur les autres selon les lois de l'équilibre et de la pesanteur. Ils mourraient. Hein. Enfin, je veux dire, ils se battraient jusqu'au bout contre... Là, il y a une vérité absolue. D'ailleurs, quels que soient les cultures, tout le monde est d'accord. Tous les maçons du monde sont d'accord sur comment construire les murs. Tous les ferronniers du monde sont d'accord sur quelle est la manière pour qu'un acier tienne et qu'un acier ne tienne pas. Vous voulez qu'il y ait une base de vérité là. Pourquoi est-ce qu'elle serait possible dans l'ordre de l'utilisation des objets? Elle ne serait pas possible dans l'ordre de la compréhension et de l'utilisation de soi. Selon la même base qui s'appelle l'expérience. Je ne vois pas pourquoi, quand il s'agirait de l'humain, on changerait de modalité de compréhension que celle qu'on a à l'égard de l'activité artisanale. C'est la même, c'est artisanal l'humain. Et comprendre l'humain, c'est artisanal, ce qu'a expliqué Socrate. Ça demande, c'est un peu plus sophistiqué hein, comme apprentissage. C'est comme les compagnons, sauf que c'est au lieu de travailler sur un objet physique, je travaille sur l'expérience que j'ai de moi-même et que j'ai d'autrui. Et si la philosophie, ça sert, je dis, à avoir des idées qui sont tellement élaborées que je ne vois même plus que c'est des idées et que je commence à croire que c'est la vérité, ben, je vais vous dire, c'est carrément dangereux, il faut interdire ça. Enfin, ça dépend. Moi, je vous parle de la manière dont je pratique la philosophie. Je suis tout à fait capable, après ça, d'aller discuter avec les gens qui ont fabriqué des systèmes d'idées. Hein. Mais précisément, bizarrement, on ne va pas du tout discuter avec eux de la même manière. On est beaucoup plus respectueux, d'ailleurs. Quand c'est sur la base, précisément, de l'expérience. Sinon, on est dans des systèmes mentaux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire s'engager à ce moment-là? Est-ce que je m'engage ou est-ce que je suis manipulé par mon système d'idées? Peut-être que le système d'idées auquel j'adhère m'a préprogrammé pour faire ça. Je suis que l'exécutant de la programmatique que je me suis rentré dans ou qu'on m'a rentré dans le crâne. Donc il y a d'engagement, je peux parler d'engagement que sur la base d'une certaine compréhension objective de moi-même. Sinon, qu'est-ce que je sais si je m'engage? Est-ce que je suis l'idée? Enfin, que ça soit vis-à-vis de quelqu'un, à vivre avec quelqu'un, que ça soit vis-à-vis d'un contrat de travail, que ça soit vis-à-vis de quoi que ce soit, si j'ai pas une tentative de compréhension de ce que je suis, bah, je peux même pas parler d'engagement parce que je sais pas qui je suis. Donc je sais même pas si je suis engagé, si je sais pas qui je suis. Je peux juste dire que légalement, il faut que je paye parce que j'ai fait ça. Mais moi, je voulais pas que les gens soient pas contents que j'ai pété l'abribus à coups de batte de baseball. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient contents, ça m'a beaucoup amusé. Et eux, ça n'a pas l'air de les amuser. Et il y a des gens qui ont inventé un texte par lequel il faut payer quand on a fait ça. Comme ils ont les moyens coercitifs, ces gens, j'obéis à ce qu'ils disent. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas recommencer ailleurs. Il y a des gens, quand ils achètent un abribus et qu'ils le défoncent à coups de batte de baseball, eux, on ne les arrête pas. Il montre bien que de casser des abribus à coups de batte de baseball, c'est pas un principe. Ça dépend juste des conditions du jeu dans lequel on est. Enfin, je pousse les choses. On est là-dedans. On n'est que dans les systèmes de représentation idéologique, et chacun a sa représentation idéologique, et vous avez les gens qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent la représentation idéologique pour que tout ce beau monde-là arrive à vivre de moins en moins violemment les uns avec les autres. D'accord, mais ça donne rien. Ça donne ni la démocratie, ni la liberté, ni l'identité, ni la dignité, ni rien. Ça donne rien. Ça donne juste des animaux qui sont jetés les uns contre les autres avec aucune règle autre que leur instinct. Qui en plus, c'est même pas sûr, c'est même pas constructif.
Et je suis d'accord, hein, c'est la problématique, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est dans un monde hyper violent, donc qui met l'engagement en situation critique, parce que c'est ce qui est en arrière-fond. Mais autant l'objectiver, ça aussi. S'engager, c'est aussi objectiver le caractère extraordinairement corrosif du monde dans lequel je suis à l'égard de tout engagement. Qui va vous dire, c'est ton truc. Mais faire l'Himalaya en aller-retour, en trottinette ou à vélo, mettre un enfant au monde, vouloir épouser quelqu'un pour toute la vie, ou simplement regarder dans ta télé à bouffer des chips, c'est chacun son truc, quoi. Donc viens pas nous saouler avec ton engagement. T'as pris ton pied, t'as pris ton pied. Parle pas d'engagement. T'en as, ils sont engagés dans les entreprises, c'est leur pied. Moi je suis chômeur, c'est mon pied. Vous voyez, c'est tout le problème. C'est, y a-t-il une base objective? L'homme a-t-il, à cause de la structure de sa personne, un droit légitime objectif au travail? Super question. Est-ce que c'est simplement une idéologie chrétienne mal fichue qui fait que tu mérites parce que tu bosses? Les jeunes aujourd'hui sont très bien pour la télé avec les chips. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je suis bien obligé. Hein, c'est pas notre sujet. Hein. Mais évidemment, il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas un minimum de possibilité d'atteindre, alors pas la vérité absolue, hein, mais d'atteindre des vérités sur lesquelles je m'appuie, c'est-à-dire un certain réalisme commun de ce que j'expérimente, pour pouvoir, ce que je disais, je peux mourir pour la vérité, mais pas pour des idées. Alors, donc, acceptation de la fragilité, intelligence collective, donc aide d'autrui dans la compréhension de moi-même et de mon engagement, co-responsabilité, et puis hiérarchisation. C'est-à-dire qu'effectivement, comment dire ça, la prise de conscience que l'engagement le plus radical de moi, c'est l'engagement interpersonnel. C'est pas l'engagement sportif. L'engagement le plus radical de ma personne, qui affecte toute ma personne, c'est l'engagement interpersonnel. C'est pas d'abord l'engagement politique. L'engagement qui mobilise toute ma personne, c'est pas d'abord l'engagement dans un projet, c'est l'engagement interpersonnel. Alors je me disais qu'il y a un exemple absolument admirable de l'engagement incontrôlable. Enfin, il y en a deux. L'un, c'est l'entreprise. L'autre, c'est la création d'une famille. C'est les deux, c'est très frappant de voir que ces deux choses-là sont des engagements dont je n'ai pas le contrôle des conséquences. À partir du moment où vous mettez quelqu'un au monde, bien sûr que la personne soit autonome, vous avez très vite, vous perdez le contrôle de ce qui se passe. Vous êtes à l'origine déterminante d'un processus dont vous n'avez pas la gestion du futur. Comme une entreprise. Alors, l'entreprise plus, la fécondité moins. Et donc, on pourrait dire que s'engager, c'est aussi apprendre à assumer les conséquences absolument inimaginables proviennent de mes actes. Donc c'est pas nécessairement contrôler le futur, c'est aussi assumer la nouveauté du futur. Je voudrais finir par là, je vais laisser des questions. Finalement, l'engagement humain dans ce qu'il a d'ultime, c'est de miser sur la possibilité de demain, là où demain est véritablement imprévisible. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'on a moins d'enfants aujourd'hui. Parce que comme on est plus conscient de ça et qu'on a plus le moyen d'éviter d'en avoir, on voit bien qu'effectivement, avoir un enfant, c'est miser sur un futur sur lequel on n'a aucun contrôle. Et c'est s'engager sur ce futur pour assumer l'acte que j'ai posé. Très étonnant. C'est un processus très... Quand il est posé de manière responsable, bien sûr. Et donc c'est très frappant de voir que s'engager jusqu'où, c'est ça. C'est s'engager jusqu'où. Pour moi, le jusqu'où, c'est jusqu'à l'endroit où la réalisation de ce que j'entreprends n'est pas impossible, mais rien ne me montre encore qu'elle l'est. C'est très frappant. C'est ce que j'appelle moi un engagement source d'espérance.
là où l'engagement génère de l'espérance personnelle et collective, c'est quand j'apprends progressivement à m'engager pour un futur que je ne vois pas impossible, mais dont je ne vois pas encore qu'il est possible. C'est un acte de foi, en somme. Quelque chose comme ça, oui. C'est quelque chose comme ça. Alors c'est un acte de foi qui repose sur la connaissance de la personne, sur la connaissance, et c'est pour ça qu'il n'est possible de manière raisonnable que s'il s'appuie sur ceux avec qui je m'engage. Il est jamais, là encore, il n'est pas possible seul. Parce que je ne peux pas assumer le futur seul. Et donc c'est un acte effectivement de foi dans l'humain, quoi. Mais d'une foi effective, qui repose sur la bienveillance réciproque des personnes à l'égard de leur fragilité, se tournant vers demain. Et je pense que ça, c'est un engagement qui est véritablement créatif. Et c'est celui, paradoxalement, dans lequel le monde dans lequel on est va nous engager de plus en plus. Le futur étant mécaniquement de moins en moins prévisible, il va réclamer de plus en plus de nous, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus. Ça développe un peu d'adrénaline, mais c'est en même temps ce qu'il y a de plus fructueux, ce type d'engagement dans lequel je sais que l'avenir n'est pas impossible, mais je ne vois pas encore les figures de sa possibilité. Et finalement, c'est ce qui est impressionnant. C'est-à-dire, c'est la véritable relation humaine. Parce que si vous avez déjà prévu ce que vous serez dans 15 jours, ça ne vous donne aucune possibilité d'improviser pour saisir la manière de faire un pas de plus dans la manière de s'engager aujourd'hui ou ce soir. Là, il y a quelque chose à... Mais ça, encore une fois, ça n'est vivable que à cause de la fragilité, ou grâce à la fragilité, que sur la base de la réciprocité, de la bienveillance, vous voyez, cette espèce d'intelligence de la fragilité humaine, comme base anthropologique. Voilà. Un quart d'heure de questions. Moi, j'avais deux questions. Est-ce que vous pourriez brièvement peut-être dire un peu d'où vous venez, votre parcours? Voilà. Et la deuxième, c'est que vous avez fait le tour, en tout cas au moins partiellement, de la notion d'engagement, et vous avez parlé de manière quasiment parallèle, mais sans jamais vraiment parler de la responsabilité. Oui. Comment les situer précisément l'un par rapport? Oui. Je vais commencer par là, si je peux. Alors, l'engagement, c'est la participation de ma personne, c'est-à-dire consciente et libre, à un acte, à une action, pour être très précis. La responsabilité, c'est la manière réflexive dont j'assume cet engagement. Donc la responsabilité, elle est seconde. D'accord ? Ma question, elle est d'abord pas suis-je responsable ? La question est où je veux m'engager ? Où est-ce que je décide de m'engager ? La responsabilité, elle est réflexive, elle est dans un deuxième temps. Alors, je dois tenir compte de la responsabilité dans l'engagement, mais je le sais parce que j'ai eu des problèmes. Quand vous prenez votre vélo le matin, vous vous engagez. Vous ne réfléchissez pas à la responsabilité qu'il y a de prendre votre vélo. Et quand on fait des enfants ? Et bien précisément, quand on fait des enfants, on devrait d'abord réfléchir à l'engagement avant de réfléchir à la responsabilité si on n'en a jamais. Enfin, avec le respect que je dois, moi qui n'en aurais pas, hein, mais... parce que, précisément, c'est pas possible d'assumer la responsabilité d'avoir des enfants, si on est lucide. Ça a un côté déraisonnable. C'est pour ça dire que j'ai besoin des autres, au moins d'une autre ou d'un autre, et de la communauté politique. Pourquoi j'ai besoin de la communauté politique ? Parce que c'est pas raisonnable d'entreprendre ce genre de choses. Alors vous allez me dire, ouais, pour le premier, oui, mais dès le second, on assure. Tu parles. Parce que le deuxième, il n'a rien à voir avec le premier, c'est ça le problème. Qu'on projette sur le deuxième ce qu'on a raté avec le premier, ou l'inverse de ce qu'on a fait avec le premier. Donc concrètement, avoir des enfants, c'est quoi ? Comment peut-on avoir des enfants tant qu'on n'a pas une véritable compréhension de sagesse de la personne ? Or, à l'âge auquel on en a, on ne peut plus en avoir. Donc l'âge où on a des enfants et on peut en avoir, on n'a absolument pas la sagesse qu'il faut pour ça, et à l'âge où on a la sagesse, on n'a plus la capacité d'en avoir. Donc c'est pour ça que c'est une entreprise globale d'avoir des enfants. C'est pour ça que la communauté politique, elle doit être mobilisée pour permettre que des gens incompétents sur le plan de la responsabilité, ou très, très, très limités dans leur capacité à la responsabilité, soient aidés à assumer progressivement la responsabilité qu'ils ont. Alors ça réclamerait beaucoup d'humilité de tout le monde dans cette histoire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein, mais là je vais essayer de vous dire du point de vue de la... Et donc je pense que précisément l'engagement qu'il y a à faire apparaître un nouvel être
est quelque chose qui doit, comment dire ça, qui exerce une attraction fondamentale sur la personne parce que c'est un bien éminent, qui permet ensuite, avec l'aide d'autrui, d'assumer la responsabilité un peu écrasante que ça constitue. Voilà, il me semble. Hein. Alors, mon parcours, moi à 20 ans, je voulais aller faire une école de metteur en scène de cinéma aux États-Unis, après avoir fait une école de commerce dans laquelle j'étais admis et dans laquelle je ne suis jamais rentré. Parce qu'avant d'entrer dans cette école de commerce, je suis allé faire une année de philosophie pour être capable d'apprendre à mettre des mots un peu précis sur ce que je voulais avoir à dire au cinéma. Voilà, je suis allé faire de la philosophie auprès d'un dominicain qui enseignait à Fribourg, à l'université de Fribourg. Et voilà, je suis parvenu. Parce que j'ai rencontré un homme qui était à la fois amoureux de la personne humaine, aimant le Christ, dans l'église, libre et intelligent. Et tout ça me semblait parfaitement incompatible. Parce qu'on était ou libre ou chrétien, enfin ou catholique, ou libre et religieux, enfin ou libre et pas religieux, ou religieux et pas libre, enfin voilà, et de voir tout ça chez le même individu m'a montré précisément que cette forme d'engagement était une forme d'engagement qui pouvait rendre quelqu'un profondément heureux. C'est ce que j'avais besoin d'expérimenter pour m'avouer à moi-même que s'il n'y a que là que je serais heureux. Contrairement à tout ce que je m'étais persuadé en 5 ans dans mon existence, j'ai choisi voilà, cette modalité-là. Et depuis, qu'est-ce que je fais? Ben, je vis avec mes frères. Là, depuis, je suis depuis 2 ans, pour la 3e année à Avignon. On est 5 frères et je m'occupe moi de la culture pour le diocèse d'Avignon. Parce qu'il y a un festival à Avignon qui est en place. Depuis 30 ans, ben, je prie, je vis avec mes frères, j'enseigne la philosophie et je travaille, je me détends 3 jours par mois avec le monde de l'entreprise. Sur une base philosophique, sur la base d'un dialogue philosophique. Et puis, alors l'engagement, je l'expérimente. Si j'expérimente, j'ai fait des vœux. Parce que la vie en famille, ça engage durablement quand même. C'est différent des frères, qu'une famille avec une épouse et des enfants, mais c'est quand même finalement ça a beaucoup d'éléments communs dans la vie quotidienne. Et puis, l'expérience de l'engagement, je l'ai aussi beaucoup dans les gens que j'accompagne. Notamment des gens qui continuent à s'engager dans des situations impossibles. Ou parce qu'eux sont durablement dans des situations impossibles, ou qui vont au-devant de situations impossibles. Ça me marque beaucoup, ça. La manière dont les gens grandissent en acceptant de ne pas éviter les situations presque impossibles. Pas d'aller les chercher, hein, mais de ne pas les éviter. Et je suis très frappé de voir comment est-ce que les personnes humaines, moi, que je croise, qui sont les plus grandes comme personnes humaines, celles qui sont les plus éclos dans tout ce qu'elles sont celles qui vivent dans des situations critiques très très régulières, en s'appuyant sur autrui, en sachant que demain n'est même pas prévisible, peut-être à peine ce soir, en tout cas peut-être l'heure qui vient. C'est très important ça. Je ne choisirai pas leur vie, hein, mais ça donne à penser sur l'engagement. Puis parce que par ailleurs, je croise des gens qui sont censés être très très responsables à des très 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 hauts postes. Dès qu'on discute un peu personnellement avec eux, on est très cruellement déçus. D'autres questions? Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé indirectement, c'est le mot confiance. Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas, j'imagine difficilement l'engagement sans confiance. Bien sûr. Même si confiance, c'est comme finesse. Bien sûr. Alors, la confiance, elle repose sur 2 choses. D'abord, sur la recherche de la vérité, parce qu'on ne peut pas se fier à ce qui n'est pas appuyé sur le réel. Et le travail philosophique, ça consiste à essayer d'être le plus possible posé sur le réel comme il est, quoi. Parce que plus je suis dans le réel, et plus je découvre que je peux me fier à lui, donc plus j'apprends à faire confiance. C'est très étonnant, ça. Et puis, ensuite, il y a la confiance à la personne, aux personnes. La confiance en soi, elle repose sur ces 2 choses. Sur apprécier qui je suis, ce dont je suis capable, ce dont je ne suis pas capable, et être de plus en plus serein avec ça. Et puis, s'appuyer sur autrui, là où je ne suis pas capable. Et donc, la confiance en soi et la confiance en l'autre, elles vont ensemble.
c'est vrai que les gens qui s'engagent humainement de la manière la plus impressionnante s'appuient souvent sur la confiance d'autres. C'est pas simplement des gens qui suscitent confiance, c'est aussi des gens qui font confiance. Et donc qui vraiment ont quitté le mythe de l'engagement solitaire du héros qui va changer le monde, mais qui au contraire favorise le fait que chacun s'engage. En même temps, plus on a confiance, moins on a peur, moins on a peur, moins on s'engage. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la peur. Alors, non. Plus on a confiance, moins on a peur. Moins on a peur, mieux on s'engage. Mieux on s'engage. Oui, mieux on s'engage. C'est cette notion-là, mieux on s'engage, parce que même par rapport au risque, plus il y a de risques, plus on considère que l'engagement est fort. Alors, tout à fait. Mais le courage... Plus il y a de risques, plus on s'engage, moins on est sage. Tout à fait. Alors, si, pour être rigoureux, vous avez raison. C'est le courage qui permet de s'engager là où on a peur. C'est vrai que la peur où il n'y a pas de courage, la peur qui est simplement compensée, on fuit. Voilà. Et la confiance, c'est précisément... Le courage, c'est de la confiance. Le courage, c'est d'avoir confiance au-delà de la peur. On le voit bien. Vous voyez, je veux dire, face à quelqu'un, j'ai peur des indices qui me font peur, ou je me laisse terroriser par les indices qui font peur, ou bien avec courage, je prends la distance, du recul, je prends le temps de comprendre que ce qui me fait peur chez l'autre est marginal, même si ça m'impressionne, et je rechoisis de miser sur ce qui l'autre est essentiel, qui lui tient. Enfin, vous voyez, dans les relations humaines, c'est très souvent ça. Mais il faut ce temps de courage, et le courage, c'est souvent d'abord reculer, prendre de la distance, et pouvoir refaire confiance. Et du coup, le risque, on le situe où, là ? Et ben, le courageux, c'est celui qui assume le risque. Enfin, qui dit oui, il y a du risque. Donc on assume le risque, d'accord. C'est celui qui ne se laisse pas paralyser par le risque. C'est celui qui ne se laisse pas paralyser par le risque et qui ne se défausse pas du risque sur les autres. Donc on assume le risque parce qu'on a confiance en sa capacité Exactement. à combattre sa peur, Exactement. à surmonter le risque. Exactement. Et ça, on le fait grâce aux autres. Voilà. Et là, on a besoin des autres. Parce qu'il y a des Voilà, là, moments on a besoin des autres. d'être encouragé, de dire mais tu peux le faire. D'accord. Et puis il y a des moments où on dirait tu peux pas le faire seul, mais je suis avec toi, je le ferai avec toi. Voilà, c'est là qu'on se construit dans l'engagement. Donc c'est l'engagement, jusqu'où l'engagement de soi Voilà. avec les autres en fait. Voilà, exactement. Parce que j'ai besoin Jusqu'à d'être ce qu'on soit accompagné. Tout à fait, absolument. La croissance dans l'engagement, elle est impossible sans l'accompagnement. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, mais moi je sais que parce que j'ai l'expérience, et quelqu'un comme toi est capable de faire ça. Toi tu le vois pas parce que tu te laisses terroriser par les effets secondaires. Alors des fois c'est bien, d'ailleurs, parce que quand quelqu'un a beaucoup d'expérience, il me voit de très loin. Et des fois vous avez des gens qui sont au fond de l'abîme, et vous voyez qu'ils vont s'en sortir. Parce que vous avez, à force d'avoir vu des gens qui dans les mêmes conditions s'en sont sortis, quoi. Alors des fois ils n'y croient pas, ils sont obligés de vous faire confiance. Et puis il y a des endroits où je ne peux pas seul. Et où l'autre ne peut pas seul. Et on ne pourra, on va en tout cas essayer ensemble. Parce que même dans ces cas-là, on n'a pas de certitude absolue, soyons clairs. Surtout si on compare des situations alors que chaque personne... Bien sûr, est unique. Est-ce que vous trouvez que le mot engagement est adapté à l'entreprise? Puisque dans l'entreprise, on a des rapports argent. Et que l'engagement, il y a l'engagement du bénévole, c'est quelque chose de gratuit. Tout à fait. Alors comment peut-on demander à un salarié de s'engager? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est obligé désormais, ce n'était pas vrai encore il y a un siècle, où contrat voulait dire confiance, voulait dire engagement. Aujourd'hui, on est obligé sémantiquement de dire le contrat, c'est un engagement financier, enfin un engagement d'efficacité réciproque. Moi, je te fournis de la compétence et de la quantité de travail, et toi, tu me fournis de l'argent. Point. Voilà. Donc là, il y a un engagement, mais il y a un engagement contractuel strict. Mais je pense que les entreprises qui survivront demain en Occident ne sont que celles dans lesquelles, à l'occasion du contrat et au-delà du contrat, on proposera aux gens une relation d'alliance. L'alliance qui n'est pas pour toujours la vie, mais une alliance, c'est-à-dire un choix de l'alliance réciproque. Si le moment d'embauche n'est pas un choix réciproque de bienveillance, de la personne envers les gens avec qui elle va travailler et des personnes envers elle, alors je pense que le contrat strict tel qu'il est aujourd'hui en train de se répandre ne prémunira personne du sautage de plomb et des nombreux sanitaires vers lesquels nous allons, parce que les gens ne tiennent pas le coup. Vu la pression collective de la systémique économique. La mécanique économique oblige désormais à s'occuper du maillon faible, qui est le psychisme et le moral des personnes, quand ce n'est pas leur corps derrière. Et donc pour ça, il faut absolument que l'alliance de bienveillance réciproque devienne aussi importante
dans l'embauche. Il y aura un jeune, c'est très clair, il va distinguer très clairement les deux. D'un côté l'argent, de l'autre côté, est-ce que tu as autre chose à me proposer? Oui, j'ai des choses à te proposer. L'apprentissage d'un métier, c'est-à-dire d'une capacité d'autonomie et d'auto-évaluation de toi-même. Deuxièmement, une relation avec les autres. Ce qui est un des sujets majeurs aujourd'hui dans les ressources humaines. Hein. Bien sûr, c'est le sujet majeur des ressources humaines. Et que là-dessus, les outils de la GRH, on est sur la psychosociologie, s'avèrent être très insuffisants parce qu'ils montrent qu'est-ce qui ne marche pas. Mais la notion d'alliance, c'est pas leur truc, quoi. Mais là, on est de la philosophie. Et qu'on peut arriver à des situations paradoxales où le salarié est même content, mais pas engagé. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a grandi, si vous vous souvenez bien, dans les années 80, dans une phase où on s'est dit on va inventer le monde sans travail ou le travail ludique. Donc en gros, il s'agit que ça soit sympa, sans que je sois directement concerné par les actes que je pose. Donc en gros, j'exécute ludiquement les procédures pour lesquelles tu m'as embauché, et je suis rémunéré, mais s'il y a le moins de problèmes, je ne suis pas concerné. Voilà. Ça va très bien tant que l'ambiance est cool. Mais dès qu'il y a pression, alors là c'est l'horreur, parce que chacun va reporter la culpabilité inassumée en plus, parce que doublée d'une lâcheté envers autrui. Là, ça devient instantanément l'horreur. Vous avez une boîte qui allait très bien, et tout d'un coup, moi j'en ai vu une ou deux, une boîte qui était très très ronflante, et puis tout d'un coup, quelques malheurs économiques sont advenus par là, ou quelques malheurs législatifs, je pense que c'est une boîte très précise, et tout d'un coup, ils se sont aperçus que les RH existaient. Parce que là, bah oui, comme ça, les moins bien, les gens sont devenus nettement moins euphoriques. Je voulais aborder un sujet qui, je pense, dans la conférence, c'est l'engagement social. Oui. Je parle de l'engagement associatif, du dévouement envers les autres, mais il y a quand même une condition, c'est qu'il y ait une adhésion des différents parcours. Parce que je prends en fait une association de locataires, une association à but humanitaire ou social ou de solidarité. Si effectivement il n'y a pas une adhésion des différents parcours, on a beau avoir une fibre d'aller vers les autres, mais enfin. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. Tout à fait. Et les conditions d'engagement collectif, il y en a 3. Il y a la loi, mais pour que la loi soit, ou le règlement, qu'il y ait un règlement commun, pour que ça soit véritablement une base, il faut de nouveau qu'on ait admis qu'il y a une certaine vérité dans la loi. Parce que si la loi elle est objet à interprétation où chacun la tire à soi, donc de nouveau, s'il n'y a pas une recherche vérifiée, s'il n'y a pas une acceptation de la possibilité d'une certaine vérité, vous voyez, par convergence, c'est ça qu'on est obligé de rétablir aujourd'hui. Parce que sinon, la loi devient l'objet d'interprétations conflictuelles. Alors, donc, il y a cet accord, c'est même pas des valeurs communes, c'est la possibilité d'une vérité par convergence. Ensuite, il y a la loi. Puis, troisième, effectivement, il faut aussi qu'il y ait, moi, ce que j'appelle la bienveillance réciproque. S'il n'y a pas la bienveillance réciproque, les deux précédents ne suffiront pas. On voit dans le cas des copropriétaires. Je suis désolé, je dois vous laisser. Respecter l'engagement envers mes frères. Si vous cherchez un bouquin de témoignage, je ne sais pas si c'est toujours en vente. La Cité de la Réussite avait en 2008 fait un grand débat sur l'engagement.